Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, la fragile cessation des hostilités en Syrie est en grande partie respectée. Mais les incidents menés à des accusations de la part du gouvernement syrien, des groupes d'opposition et d'autres pays. Damas a en effet accusé le ministère saoudien des Affaires étrangères d'essayer de saper la cessation des hostilités. Dimanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a quant à lui déclaré que le gouvernement syrien et son allié russe avaient violé la trêve. Il a ajouté qu'il y aurait un plan alternatif s'il apparaissait clairement que Damas et ses alliés n'étaient pas sérieux au sujet du cessez-le-feu. Pendant ce temps, l'opposition exilée a renouvelé ses accusations sur des violations de la trêve de la part des forces gouvernementales syriennes dans certains secteurs. Riyad Hijab, le coordinateur général de l'opposition, a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU en détaillant ces violations. Il a ajouté que son groupe avait enregistré des manquements dans 26 secteurs différents. Les pays encourageant l'arrêt des hostilités en Syrie se sont rencontrés lundi à Genève. Ils ont essayé de consolider le cessez-le-feu et d'ouvrir la voie à la reprise des pourparlers de paix, bien que tous les côtés aient signalé des incidents comme des pilonnages et des bombardements. Cela fait longtemps que la Syrie n'a pas été aussi calme. À des milliers de kilomètres des ruines syriennes, des diplomates disent qu'ils détectent enfin la possibilité de bâtir une paix fragile. Le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial pour la Syrie sont réalistes, mais ont aussi de l'espoir. Le cessez-le-feu est globalement respecté. Nous travaillons très dur pour être sûrs qu'il tienne. Ce rassemblement toutefois a examiné les allégations de violation de la trêve. Il a aussi eu l'objectif de renforcer les livraisons d'aide à des centaines de milliers de Syriens qui n'ont pas vu d'approvisionnement depuis des mois. Une reprise de l'aide humanitaire pourrait établir la confiance et mener à la reprise des pourparlers de paix qui ont échoué en février. L'envoyé des Nations Unies pour la Syrie cherche à reprendre ces discussions le 7 mars si les 2 semaines de trêve sont respectées. Mais c'est un grand si. Cette vidéo semble montrer le groupe islamique Ahrar al-Sham cibler des positions du gouvernement syrien. Ce groupe ne fait pas partie de l'accord actuel. Les forces de l'opposition syrienne accusent la Russie et le gouvernement syrien de les viser. Aujourd'hui, il y a environ 10 frappes russes et près de 16 frappes réalisées par le régime en 26 fois. Je pense que cela doit être surveillé. Nous avons perdu 18 personnes et avons 68 blessés. Les diplomates savent que la fenêtre d'opportunité n'est pas grande et que cette trêve temporaire est inégale et incomplète, mais le fait qu'elle soit globalement respectée est un pas en avant pour la Syrie, car le pays n'a pas connu de paix en 5 ans. Nous sommes encore loin d'une solution politique et pour se débarrasser des groupes islamiques violents, il faudra une coopération internationale d'une ampleur encore jamais vue dans ce conflit. Le président modéré iranien Hassan Rouhani et ses alliés réformateurs ont été confortés dans leur politique d'ouverture en enregistrant une forte progression lors des législatives de vendredi. Nombreux voient déjà les opportunités globales que cela va engendrer. Des élections avec des répercussions internationales. Le président Hassan Rouhani a négocié la fin d'un embargo commercial avec l'Occident qui a paralysé l'économie du pays. Maintenant, ceux qui l'ont soutenu dominent. Les élections parlementaires ont renforcé les modérés et les réformateurs et limité le nombre de partisans de la ligne dure opposés à l'engagement avec l'Occident de presque 2 moitiés. Hassan Rouhani a tweeté son verdict. Bravo à l'histoire qui façonne la nation iranienne. Ouvrons un nouveau chapitre basé sur les talents iraniens et les opportunités globales. Le ministère des Affaires étrangères a été également rapide à voir les opportunités. La considérable participation du peuple dans ces élections renforcera le pouvoir et la force nationale de la République islamique d'Iran. La politique extérieure de l'Iran bénéficie directement de cette situation aussi et elle utilisera de son mieux cette capacité en accord avec les objectifs et projets de la République islamique d'Iran. La baisse de la production de plutonium de qualité militaire a permis la levée de nombreuses sanctions internationales. Les sociétés européennes en particulier saisissent l'occasion. Le géant français Total est ainsi parmi les premiers à commencer à exporter du brut iranien vers les marchés européens. Mais certains analystes disent qu'il y a beaucoup d'embûches pour ceux qui essaient de faire des affaires avec l'Iran.
La semaine dernière, nous avons entendu la nouvelle que la compagnie pétrolière nationale d'Iran allait aussi exporter vers l'Europe. Elle va se réengager dans de meilleurs accords et en trouver jusqu'à ce que les banques européennes mettent fin aux transactions. Mais on ne peut pas trouver de banques européennes qui mettent fin à ces transactions. Donc c'est sûr que cela va avoir des conséquences. Et un autre conflit avec l'OPEC plane. L'Iran a absolument besoin d'exploiter l'une de ses plus lucratives ressources, le pétrole, et de booster la production pour arriver au niveau d'avant les sanctions. C'est un problème pour certains producteurs de l'OPEC qui viennent juste de s'accorder pour limiter la production afin de réduire la quantité excédentaire de pétrole qui a contribué à la chute des prix. Nous commençons enfin à recevoir les résultats des primaires américaines dans plus d'une douzaine d'États. Il y a tellement de gens qui votent qu'on appelle ce mardi Super Mardi. Historiquement, les Asiatiques américains n'ont jamais beaucoup compté dans les élections, mais cela pourrait changer, notamment en Virginie. En effet, les candidats voyagent dans cet État juste avant le vote et la communauté asiatique y est de plus en plus importante, spécialement pour les démocrates. Une danse du dragon qui met fin au Nouvel An chinois et le début d'un meeting politique. Une femme parle à un micro. Les Asiatiques représentent 4,8% de la population américaine. Mais en Virginie, où les courses sont serrées, les Asiatiques peuvent changer la donne. Personne ne peut gagner avec 2 ou 3 points de plus, alors chaque vote compte. C'est pourquoi Monica Lee, une Vietnamienne américaine, fait campagne pour Hillary Clinton. Elle va se battre pour l'accès des femmes à la santé et aux droits reproductifs. Elle va se battre pour l'éducation pour tous. Je pense que c'est la meilleure candidate. David Dew organise des événements en Virginie pour le sénateur Bernie Sanders. Il pense que Sanders va aider davantage d'Américains à accéder à la classe moyenne parce qu'il ne tire pas son argent de Wall Street. J'ai une passion pour Bernie Sanders depuis avril dernier quand il a annoncé qu'il allait se lancer dans une campagne propre, une campagne sans aucun des grands milliardaires. Punit Ahluwalia, un Indien américain, fait campagne pour le républicain Marco Rubio. Il dit que l'héritage cubain de Rubio en fait un allié des minorités qui se soucient d'économie et de sécurité. La plupart ne réalisent pas que nous allons vers une économie atone et des menaces terroristes tout le temps. Mais un problème critique pour chaque candidat courtisant l'électorat asiatique sera l'abstention. Beaucoup sont enregistrés, mais ils sont peu à se rendre aux urnes. Dans ce pays, chacun doit participer. Mon but est de pousser les gens à aller voter. Nous faisons du porte-à-porte pour traduire et parler les langues qui sont importantes dans nos communautés. Le dragon danse et les meetings politiques se multiplient. Le vote va bientôt pouvoir commencer. Aux États-Unis, ce mardi est un jour décisif dans le processus électoral. En effet, un grand nombre d'électeurs choisiront leur candidat. Et d'ailleurs, chaque candidat fera de son mieux pour s'assurer de pouvoir continuer la course à l'investiture au sein de son parti. C'est la raison pour laquelle cette journée est appelée Super Tuesday. Super Tuesday, super parce que 12 États américains sont appelés à voter le même jour. Cette année, c'est le 1er mars et le Texas, la Virginie, le Massachusetts ou encore la Géorgie font partie de ces États qui regroupent un peu moins d'un quart des délégués républicains qui seront élus ce jour. Ils représentent aussi 21% des délégués du camp démocrate. La façon dont ces votes sont répartis dépend des règles propres à chaque formation politique qui varient aussi en fonction des États. Mais le Super Tuesday apporte surtout une quantité importante de voix en seulement quelques heures. Le candidat qui obtient les meilleurs résultats deviendra le candidat de son parti. Quant à ceux qui ne passeront pas le test, ils abandonneront la course, soit par manque de voix, soit par manque de financement. En Chine, les indices évaluant l'activité manufacturière et celle des services ont tous deux baissé en février. Les variations saisonnières sont pointées du doigt et les analystes s'attendent à un rebond des indicateurs au cours du mois de mars. En février, l'indice des directeurs d'achat a atteint 49. Ce résultat, bien inférieur à celui de janvier qui était de 49,4, indique une contraction de la confiance des directeurs d'achat.
Le déclin du secteur manufacturier est principalement dû à des facteurs saisonniers. La production a été arrêtée pendant le nouvel an lunaire et les ouvriers sont retournés dans leur foyer pendant les vacances. La production et nouvelles commandes ont toutes deux décliné en février. Cependant, l'indice des prix d'achat des matières premières a rebondi et quelques entreprises seulement font état d'un manque de capitaux. D'après certains analystes, les données du mois de mars devraient être plus favorables. En mettant à l'écart les éléments de février, négatifs à court terme, on peut s'attendre à une reprise et à une meilleure stabilité du secteur manufacturier. D'autres données révélées mardi indiquent que l'indice des directeurs d'achat des services a chuté à 52,7 en février. Bien qu'il se situait à 53,5 en janvier, le résultat correspond toujours à une expansion. D'après les données, la consommation et les loisirs ont certes tiré leur épingle du jeu avec les vacances du Nouvel An chinois, mais cette croissance a été ombragée par un déclin du secteur du bâtiment et de la vente en gros. La position de la Chine dans le commerce mondial et spécialement ses exportations ont été ébranlées par la faible demande mondiale et par son propre ralentissement économique. Il est fort probable que ce sera l'un des tout premiers défis auxquels la Chine devra s'attaquer dans les 5 prochaines années. Cet effort sera un début crucial dans la campagne à long terme de la Chine pour devenir un leader mondial dans la production d'ici 2025. La production d'équipements haut de gamme devrait être l'un de ses atouts. Le Kazakhstan est une des destinations majeures des exportations chinoises en ce qui concerne l'équipement. Et c'est dans ce pays d'Asie centrale qu'a été construite avec une entreprise chinoise la première et seule usine de production d'aluminium par électrolyse. Le Kazakhstan est un pays riche en aluminium, mais il n'avait que des usines d'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est un produit manufacturé semi-fini qui se présente sous forme de poudre. Le pays a besoin de produits plus avancés d'aluminium par électrolyse. C'est là que nous avons trouvé notre niche pour exporter notre technologie et nos capacités. L'accord est devenu un succès au Kazakhstan et a suscité une série d'accords additionnels qui impliquent des dizaines de compagnies chinoises. Grâce aux accords, plus de 200 compagnies chinoises ont trouvé moyen de faire des affaires au Kazakhstan. L'organisme chinois de planification, la Commission nationale pour la recherche et le développement, dit que les investissements directs à l'étranger en provenance de Chine vers le secteur étranger de production d'équipements a plus que doublé, à 7 milliards de dollars américains. La plupart des investisseurs cherchaient à acquérir de la technologie étrangère de pointe et à vendre des produits haut de gamme comme des trains à grande vitesse aux marchés avancés. Les principales destinations des exportations incluent l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe centrale et orientale. Je vois d'autres avantages pour l'industrie chinoise de la construction de machines dans les 5 années à venir. Mais nous avons toujours besoin de renforcer la valeur ajoutée et les services de nos produits. Nous avons aussi besoin de plus d'investissements dans les technologies intelligentes. Ce sont les débuts de la campagne chinoise Made in China 2025 qui est semblable à l'Allemagne industrielle 4.0. Cependant, les analystes disent que l'effort de la Chine devra être bien plus large parce que l'efficacité et la qualité des producteurs chinois sont inégales et que de nombreux secteurs industriels sont fragmentés. Les experts disent que le gouvernement continuera à aider la stratégie de localisation des compagnies chinoises et en appellent à celles-ci pour qu'elles accélèrent leurs investissements à l'étranger pour importer de meilleures pratiques de marché. Les experts indiquent que la décision de la Banque populaire de Chine de réduire le taux de réserve exigé était attendue et devrait créer un environnement favorable aux réformes liées à l'offre. Les experts estiment que cette baisse du taux de réserve exigé permettra de libérer environ 700 milliards de yuan dans le marché. Ils ajoutent que cela fournira davantage de liquidités et accélérera l'inventaire du secteur immobilier. Le marché a anticipé cette réduction depuis longtemps et soutiendra la croissance économique du premier trimestre et le déstockage immobilier s'en trouvera accéléré. Cela permettra également de renforcer la confiance sur le marché des capitaux. Le taux de change du yuan a été relativement stable dernièrement. Certains analystes indiquent que cela a été une bonne période pour permettre à la Banque centrale de réduire son taux de réserve exigé. Au cours des dernières semaines, nous avons vu une certaine stabilité de la devise chinoise, le renminbi. Certains pensent que ce peut être une fenêtre pour soutenir la croissance et remplir un certain fossé après la réduction décidée par la Banque centrale. Et certains commerces obtiendront davantage de capitaux après la réduction, mais d'autres avancent que la Banque centrale devrait donner davantage de conseils pour garantir que la liquidité n'ira pas à des entreprises ayant des dettes élevées ou des surcapacités.
Les talents étrangers sont une des clés du développement économique de la Chine à l'heure où le pays se transforme, passant d'une économie basée sur la main-d'œuvre bon marché à une économie basée sur les industries de pointe. Le Centre pour la Chine et la mondialisation a effectué une étude dans laquelle sont comparées les zones de Zhongguancun à Beijing et la Silicon Valley en Californie. 1 million de personnes travaillent et vivent dans ces deux endroits, tandis que les étrangers représentent 40% de tous les talents de la Silicon Valley. À Zhongguancun, ils ne sont qu'1%. Et sur ce pourcent, environ 10 000 personnes sont des Chinois de l'étranger. Beijing ressent donc le besoin de travailler davantage à intégrer des étrangers dans son hub technologique. Reportage. La deuxième économie du monde cherche à aller de l'avant. Le gouvernement chinois espère faire croître son hub d'innovation et voit dans les experts et entrepreneurs étrangers un espoir d'y parvenir. La Chine, ces dernières années, veut se transformer et attirer des capitaux financiers et des talents humains. Mais les processus d'approbation de permis de travail sont un frein à cette ambition. La Chine bénéficie de talents de l'international. La Chine bénéficie des Chinois de l'étranger qui veulent revenir pour leur retraite ou pour investir en Chine. Le gouvernement doit adopter des politiques qui permettent de faire venir des talents étrangers dans les technologies. C'est peut-être la raison pour laquelle la Chine réalise qu'il est important pour elle de mettre en œuvre ces transformations pour son économie. Mais les choses changent. Le gouvernement central ainsi que les gouvernements des municipalités de Beijing et de Shanghai essaient de fournir de meilleurs services aux experts étrangers en leur permettant d'obtenir un permis de résidence, une carte verte. Un programme pilote va commencer dans la Silicon Valley de la Chine, Zhongguancun, à Beijing. Par le passé, si vous demandiez une carte verte, il fallait attendre 6 mois et parfois même entre 9 et 12 mois. Maintenant, les nouvelles régulations permettront un processus de seulement 50 jours. C'est beaucoup plus rapide et pour la première fois dans l'histoire de la Chine, le ministère de la Sécurité publique va établir un centre de processus de permis de résidence à Zhongguancun. C'est le premier centre du genre à Beijing, ça n'était jamais arrivé par le passé. Mais qui donc sera éligible ? Les membres étrangers d'une start-up installée à Zhongguancun et les talents étrangers embauchés par les firmes de cette zone. Les Chinois de l'étranger titulaires d'un doctorat ou des entrepreneurs ayant des ambitions en Chine sur le long terme. La Chine bénéficie des Chinois de l'étranger qui veulent revenir en Chine pour leur retraite ou pour investir. Pour attirer de nouveaux talents, les entreprises de Zhongguancun peuvent embaucher des étudiants étrangers qui étudient même à l'étranger comme stagiaires. Les étudiants étrangers qui étudient dans les universités de Beijing peuvent lancer leur propre entreprise à Zhongguancun. Les experts disent que si les mesures se révèlent un succès, elles pourront s'appliquer à d'autres régions. De nouvelles règles vont rationaliser la demande des étrangers pour la résidence permanente. Pour comprendre l'importance de cette résidence permanente ou carte verte pour un étranger en Chine, nous avons interrogé un spécialiste du climat, John Moore, qui en a acquise une lui-même il y a 5 ans. Il n'est pas facile de trouver un étranger muni d'une carte verte, même dans la capitale Beijing. John Moore en est l'un des heureux détenteurs. L'expert climatique britannique, âgé de 54 ans, a été choisi en 2010 par le programme chinois 1000 talents, une initiative qui a attiré en Chine certains des talents les plus prometteurs dans divers domaines. On lui a accordé la résidence permanente 1 an plus tard. Monsieur Moore dit que le plus grand changement pour lui après son obtention de la carte verte était au passage de la frontière. Il y a 2 jours, lorsque je suis revenu de Finlande, il y avait une longue queue au poste de contrôle des passeports pour les étrangers. J'ai donc demandé à l'un des responsables là-bas, puis-je passer par le poste pour les Chinois? Et il m'a répondu, oui, bien sûr. Après que je lui ai montré ma carte de résidence permanente. Donc je suis passé en 1 minute plutôt que d'attendre une demi-heure. Avec une propriété et 20 ans de sa vie passée en Finlande, M. Moore a pris la décision de venir en Chine en 2009. Il dit que la Chine peut offrir à un scientifique comme lui des opportunités et des ressources que la Finlande ne peut pas offrir. L'atmosphère en Chine est beaucoup plus à gratifier les réussites. Si vous êtes très bon, si vous pouvez prouver que vous êtes bon dans ce que vous faites, alors vous recevrez naturellement des ressources.
M. Moore dit qu'à présent, il profite de la vie à Beijing. Il est très occupé à participer à des séminaires et à réaliser des projets scientifiques avec ses étudiants de l'Université normale de Beijing pendant la semaine. Les week-ends, il passe son temps précieux en famille et à s'adonner à ses passe-temps, les arts modernes chinois et la musique expérimentale. Et en réalisant l'impact de son permis de résidence, il espère que davantage de talents assidus internationaux pourront bénéficier de la même chance que lui. Donc, s'ils peuvent avoir une vie plus facile ici en Chine, cela signifie qu'ils seront plus enclins à rester et qu'ils seront plus efficaces dans le genre de travail qu'ils font ici, parce qu'ils n'auront pas à s'inquiéter autant de la bureaucratie chinoise. L'année 2016 a été baptisée l'année du tourisme sino-américain. Un record de touristes chinois est en effet attendu aux États-Unis cette année, et cela en dépit de l'affermissement du dollar et d'une croissance chinoise au ralenti. Reportage. Voici un groupe de touristes chinois particulièrement prisés puisqu'ils sont tous prêts à dépenser énormément. En ce moment, de nombreux pays cherchent à créer un relationnel basé sur le tourisme et sur de meilleures relations civiles avec le gouvernement chinois et la population chinoise. En effet, ils prennent en compte le grand nombre d'habitants et la propension de ces derniers à voyager à l'étranger et les conséquences de leur voyage à l'étranger. D'ailleurs, les présidents Xi Jinping et Obama ont déclaré l'année 2016 année du tourisme sino-américain. Les touristes chinois comptent maintenant parmi les plus dépensiers et parmi les principaux moteurs de croissance et de stabilité pour un large éventail de marques partout dans le monde. Certaines catégories de marques hôtelières comme Starwood et Hilton, entre autres, ont mis l'accent sur les touristes chinois. Mais à l'évidence, des chaînes de magasins telles que Macy's et Bloomingdale s'y intéressent aussi. Les touristes commencent à déferler en ce moment même. En 2014, 1 800 000 touristes se sont rendus aux États-Unis où ils ont dépensé plus de 21 milliards de dollars. Des recettes qui devraient être multipliées par 4 au cours des 5 prochaines années. Je pense qu'une forte croissance est possible vis-à-vis de la Chine et de ses attentes et de sa soif pour les produits de luxe. Cela a poussé un besoin stratégique pour répondre à ces besoins. Nous sommes une entreprise complète. Pour cette raison, ce que nous voulons faire, c'est observer les tendances de ces pays qui sont en pleine croissance et de leur fournir des expériences d'achat dont ils pourront profiter une fois de retour chez eux. D'après le département du commerce des États-Unis, à l'horizon 2021, les touristes chinois pourraient dépenser jusqu'à 80 milliards de dollars ici aux États-Unis. Avec une telle prévision, les entreprises qui célèbrent le Nouvel An chinois ne le font certainement pas sans raison. 2016 marque l'année du tourisme sino-indien et l'université de Chitkaran dans la ville indienne de Chandigarh, au nord du pays, a organisé un défilé de mode chinoise au cours duquel des centaines d'étudiants locaux y ont participé. Des éventails, des instruments traditionnels chinois et des caractères chinois. Telle fut la toile de fond des 250 étudiants venus des collèges et universités indiens des alentours et qui ont tous travaillé dur pour présenter des tissus chinois, de la mode ainsi que de la culture. Nous avons préparé cela durant 3 semaines. Nous avons fait beaucoup de recherches. Les costumes, les bijoux, tout cela, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Le nombre de personnes voyageant entre la Chine et l'Inde devrait dépasser 1 million en 2016 et un défilé de mode organisé par l'administration nationale du tourisme de Chine fait partie des efforts pour rétablir les connexions de la route de la soie. Le défilé de mode avec les étudiants indiens les aide à renforcer leur compréhension de la culture traditionnelle chinoise et dans le même temps, nous espérons que davantage de touristes indiens seront attirés par venir en Chine et rejoindre la tournée de la route de la soie. Ce fut une bonne combinaison des deux pays. Nous parlons toujours de la relation Inde-Chine, donc ce fut le premier pas. Et ce jour, cela permet de débuter notre relation. La vice-chancelière ajoute que de tels événements seront les moteurs de liens meilleurs et d'une compréhension approfondie. Ces dernières semaines, le Ballet national de Chine est en représentation à New York. Plutôt que de présenter des spectacles de ballet connus, comme elle le faisait auparavant,
La troupe se rend dans des universités et à cette occasion, elle explique comment elle combine des éléments traditionnels chinois à une forme artistique typiquement occidentale. En ayant recours à l'essence de l'art occidental pour y incorporer des éléments chinois tels que la musique folklorique ou encore les arts martiaux, le ballet national de Chine rapproche les cultures. La troupe de danse classique de renom est à Manhattan pour 11 jours d'échanges culturels. Elle est dirigée par Feng Ying, ex-danseuse étoile et artiste chinoise dont la réputation n'est plus à faire. À l'université de New York et à l'université de Columbia, la troupe dispense des cours, l'occasion pour les danseurs chinois de proposer leur version revisitée de Casse-Noisette. Nous souhaitons permettre aux étudiants de l'université de New York et à l'université de Columbia de mieux comprendre et d'apprécier le ballet chinois et comment celui-ci a grandi. Il s'agit aussi de susciter l'intérêt des plus jeunes pour la culture et les arts chinois. Organisée par l'Institut chinois de New York, cette visite est une rare chance offerte aux Américains de connaître l'histoire de la troupe nationale de danse. C'est aussi un style qui se développe pour devenir plus proche et plus personnel. Je pense que c'est extraordinaire de leur part de mêler des éléments culturels chinois de la musique chinoise et des traditions chinoises dans un ballet qui est un ballet américain. Pour celui de Casse-Noisette, ils ont un peu changé l'histoire pour présenter la culture chinoise, et c'est très intéressant. J'aime savoir qu'il peut prendre une histoire populaire et la modifier pour la rendre un peu plus intéressante. Lorsque l'on évoque les relations d'une façon générale entre la Chine et les États-Unis, on pense à des hauts et des bas. Il est tellement important de conserver des moyens de communication ouverts et d'encourager un environnement dans lequel on peut s'apprécier davantage. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe en ce moment au plan politique ou militaire, mais se concentrer sur un niveau plus profond, de peuple à peuple. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.